sujet. Je vais essayer de faire une intro un peu propre. Comme ça, en rediff sur YouTube, ça rendra bien. Donc, bienvenue dans la partie 4 de l'épisode... Oh, je recommence. Donc, bienvenue dans l'épisode numéro 4, la partie numéro 4 de la série Comment créer un podcast de Rockstar. Bienvenue sur le podcast La joie de créer. Je suis Axel Roy, ton hôte. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu as apprécié les 3 premières parties parce que la 4e, on a de belles choses à discuter tous les deux, de belles choses à partager ensemble. Tu vas voir. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. Je t'invite à prendre un petit café, te mettre dans l'ambiance. Pourquoi pas prendre un petit carnet pour prendre des notes. Et puis, ce que je te propose, c'est d'y aller. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, on va parler de la dernière partie, la partie 4 dans notre processus de création d'un podcast de Rockstar. Donc, je rappelle, le but, c'est d'avoir un podcast qui te permet de valoriser ton expertise et de convertir ton expertise en client. Et le but de cette série de podcasts, c'est t'inviter à le faire aussi avec de la joie, de la bonne humeur, une légèreté relative, mais surtout aussi d'aller le plus droit au but possible, d'aller créer des liens et des connexions avec les gens. Et donc pour ça, cette 4e partie, donc qui va être la partie de préparer la promotion et la diffusion du podcast, c'est vraiment la partie centrale de ce point de vue-là. C'est vraiment la dernière partie qui vient perfectionner, qui vient peaufiner, qui vient surtout finaliser tout le boulot qu'on a fait avant en pré-production et en production. Et même en post-production d'ailleurs, post-production des épisodes, vraiment. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur de la machine. Et tu vas voir que tout ce qu'on a fait dans les 3 premières parties, ça va nous être super utile pour être beaucoup plus efficace sur cette partie-là aussi. Parce que si tu te souviens bien, dans les 3 précédentes parties, je t'ai donné un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'outils, un certain nombre aussi de points de vigilance à avoir et qui vont te permettre tout simplement d'être plus efficace, puisque comme tu as été clair dès le départ, comme tu as été intentionnel dès le départ et comme tu as eu certains réflexes dès le départ, et bien là du coup ça va être plus facile de les activer et de les faire passer en matière, tout simplement. Voilà. Donc là, si on reste dans la conception de l'album, on est vraiment sur la partie préparer la tournée, en fait. Le but d'une œuvre, quelle qu'elle soit, le but d'une création, c'est qu'elle sorte de l'escarcelle de son créateur et qu'elle aille rencontrer un public. C'est le nerf de la guerre. C'est des fois, d'ailleurs, là où beaucoup de créateurs se plantent parce qu'ils sont persuadés d'avoir une idée incroyable, d'avoir une idée géniale et d'avoir le concept révolutionnaire du siècle. Et le problème, c'est qu'en fait, une idée, si elle n'est pas allée se confronter au terrain, si elle n'est pas allée se confronter au reste du monde, ça reste qu'un concept, tout simplement. Et donc, c'est là aussi où du coup, en termes de création de contenu, en termes de création de contenu type podcast, tu peux te retrouver malheureusement avec un contenu de très bonne qualité, peut-être même que tu as investi, que tu as payé quelqu'un pour avoir une superbe, un contenu de super qualité. Et au final, malheureusement, tu n'obtiens pas les résultats que tu espérais parce que tout simplement, la phase de préparation, le fait d'aller connecter avec des gens, d'aller chercher des gens, fait que, en fait, il n'y a rien. Personne ne trouve ton podcast, les gens ne vont pas l'écouter, les gens ne vont pas forcément le voir. Et crois pas, le but du game, c'est pas juste d'envoyer des petits messages personnalisés sur les réseaux sociaux. Coucou, j'ai fait un podcast, va l'écouter en cliquant là. Non, en fait, ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui le font, beaucoup de créateurs de contenu qui lancent des choses. Et le problème, c'est que, alors déjà, c'est inefficace. Parce qu'en fait, je sais pas toi, mais moi, des potes qui me disent « Ah tiens, j'ai posté tel contenu, j'ai fait tel truc », en fait, ils sont juste dans... C'est horrible ce que je vais dire, c'est un peu triste malheureusement ce que je vais dire, mais en fait, ils sont juste dans le partage de la joie d'avoir créé quelque chose, donc ça c'est ok, il n'y a pas de souci, j'ai pas appelé ma boîte la joie de créer pour rien. Je sais que ça donne beaucoup de joie, de fierté d'avoir, on va dire, sorti un bébé, sorti une création, mais le problème de ça, c'est que ce type de démarche fait que tu es centré sur toi. Donc tu partages la joie, c'est cool, mais en fait, dans la démarche, tu t'intéresses pas du tout à si le sujet intéresse la personne ou pas. Et malheureusement, c'est un facteur qui fait que beaucoup de personnes vont s'épuiser. Et ce qui fait que du coup, donc déjà, ça va être inefficace. Mais surtout,
tu vas juste t'épuiser en fait. Tu vas juste t'épuiser en faisant ça. Et quelque part aussi, je trouve que c'est dommage, parce que surtout si tu as une expertise et un certain niveau de professionnalisme dans ton domaine, dans ton secteur, eh ben, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, l'image que tu vas renvoyer, c'est celle d'un... Pardon, hein, c'est horrible ce que je vais dire, parce que j'aime pas du tout être adultiste, mais c'est celle juste d'un gamin qui est juste là pour kiffer, et qui pense qu'à lui, et qui n'en a pas grand-chose à faire des autres, en fait. Donc, l'image professionnelle, elle en prend un coup quand même, quand tu fais des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, aller chercher son public pour le podcast, c'est pas anodin. C'est pas un truc qui va juste te permettre d'aller faire en sorte qu'il y ait des gens qui écoutent ton podcast. Ça, à la limite, tu vois ce que je veux dire, je dirais pas que c'est accessoire, mais quelque part, c'est le but du jeu et en même temps, c'est pas le truc que tu cherches au final. C'est un peu paradoxal, c'est un peu compliqué à exprimer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avoir des écoutes, c'est bien. Par contre, c'est tout le tunnel, tout le chemin que tu vas mettre en place et surtout toute la relation que tu vas créer dans le processus pour emmener les personnes à aller écouter ton podcast qui va faire que ça va déjà rentrer en compte dans la tête des gens. C'est-à-dire que elles vont percevoir de toi une attitude qui va être perçue soit comme très agréable, très positive, voire même très professionnelle, et où ils vont se dire, oh là, ok, là j'ai affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, j'ai affaire à quelqu'un qui sait vendre en plus, donc ça te permet de valoriser aussi ta posture de vente. Et à l'inverse, si c'est mal fait, eh ben ça peut complètement te desservir, voire desservir ton projet. Si c'est même vécu comme désagréable par les autres, le fait que tu leur envoies 1000 millions de messages pour leur dire hey, j'ai publié tel épisode, et puis il y a ça, et puis il y a tel truc, et ben malheureusement, ça va faire en sorte que les gens ne vont pas avoir envie d'aller écouter, tout simplement. Ça peut même créer du coup l'effet inverse. À trop essayer, tu vas créer l'effet inverse qui va être l'effet de répulsion, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette partie-là, je trouve qu'elle est super importante à préparer en amont. Et ça demande en fait un niveau quand même de professionnalisme et surtout de te former aussi à la vente, d'être un bon marketeur de ce point de vue-là, parce que ça fait autant partie de la qualité perçue de ton contenu que si tu offrais... Enfin voilà, ça fait partie intégrante de la qualité de ce que tu proposes dans ton contenu. La forme avec laquelle tu vas vendre ton contenu, la forme avec laquelle tu vas le promouvoir, va beaucoup jouer aussi dans la qualité perçue et la valeur perçue de ton contenu. Donc ça, c'est un peu un truc contre-intuitif et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler parce que je sais que c'est une phase que beaucoup de créateurs ont tendance à négliger. Moi, la première, je me mets dedans, je me mets complètement dans ce panier-là. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai fait des grosses erreurs que je m'autorise aujourd'hui à t'en parler et à te dire fais pas ça. Surtout fais pas ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand tu penses diffusion, quand tu penses promotion, pars du principe que ta cible a besoin que tu lui prémâches le plus possible le travail. Donc ça veut dire que par exemple, tu as identifié en partie 1 que ta cible, ta clientèle, elle aime bien écouter des podcasts, donc déjà c'est bon signe, ça veut dire que tu as bien fait ton boulot d'étude de marché, mais surtout, elle aime bien aller écouter des podcasts sur des plateformes par exemple. Ou qu'elle aime bien aller écouter des podcasts sur SoundCloud, ou qu'elle est plutôt YouTube, ou qu'elle est plutôt... Bon bah voilà, tu vois par exemple, tout ça, si tu l'as identifié dans la première partie, ça va être des indications pour toi qui vont t'indiquer, tout simplement, où est-ce que tu dois aller écouter le podcast, où est-ce que tu dois aller le poster, tes épisodes, quel format ça doit prendre, quelle stratégie tu dois adopter aussi, quels vont être les codes des plateformes que tu vas pouvoir adopter. Donc ce que je veux dire par exemple, c'est que là, tu vois, typiquement, je suis sur un format diffusion en live sur Twitch, donc je vais à la fois respecter les codes de Twitch, mais en même temps, dans les replays que je vais préparer, qui seront les épisodes du podcast préenregistrés, du coup, ça veut dire qu'il va falloir aussi que je respecte les codes de YouTube. Donc avec des vignettes, avec les bons mots-clés,
avec aussi une manière de présenter les choses, une manière de promouvoir. Voilà, donc ça veut dire que la plateforme, l'espace où tu vas publier ton contenu va aussi beaucoup influencer la manière dont tu vas mettre ton contenu en scène, tout simplement. Donc tu vois, tout ça, ça influence aussi la partie 2 et bien sûr après la partie 3, forcément. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième chose. Et enfin, ce que j'avais envie de te dire aussi, c'est que ce que parfois on peut avoir tendance à sous-estimer, c'est le fait que... Alors, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui aiment bien être le plus visible possible et toucher un certain nombre de personnes. Sauf que ce mode de fonctionnement ne correspond pas vraiment à tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien aussi créer des petites choses très précieuses et qui pour autant sont trouvables, mais qui ne sont pas accessibles à n'importe qui. Et ça veut dire que du coup, la stratégie de contenu que tu vas avoir, la stratégie de diffusion que tu vas avoir de ton contenu va être différente de si en revanche tu veux qu'il y ait le plus grand nombre possible qui soient touchés par tes contenus. Ça va vraiment être deux démarches bien différentes. Si par exemple tu as plutôt une tendance à être très extraverti, à avoir une énergie quasi illimitée, et surtout à être très à l'aise aussi avec les plateformes gratuites et toutes ces choses-là, et les réseaux sociaux, ben oui, je t'invite à avoir la deuxième stratégie. Si tu es plutôt quelqu'un d'introverti, qui aime bien créer des choses un peu précieuses et qui, pareil, tu vois, sont pas accessibles à tout le monde, qui aime bien garder un peu la valeur du contenu qu'ils proposent, ben, je te recommanderais plutôt la première stratégie. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, mon premier podcast, Accélère ton business, il y a plein de gens qui m'avaient dit à l'époque, surtout, il faut que tu le mettes sur Ocha, surtout, il faut que tu le mettes sur des plateformes qui font de la rediffusion, il faut que tu payes, il faut que tu fasses des investissements, etc. Et moi, du coup, j'avais refusé parce que, en fait, ce qui avait du sens pour moi, dans le cadre de ma stratégie commerciale et marketing, et ce qui avait du sens par rapport à mes clients, c'était le fait que le contenu soit trouvable, mais pas à balancer dans tous les sens. Donc ça veut dire que pour préserver mon énergie, il fallait que je le mette à un endroit où il y avait déjà un peu de passage, déjà un peu de trafic, et surtout que ce contenu-là soit une chose qui attire mes clients, de sorte à ce qu'ensuite, on trouve directement les liens vers mes offres. Et cet endroit-là, en l'occurrence, pour moi, c'était mon site internet. Donc du coup, je vais te montrer ce que j'avais fait. Avec cette première saison de podcast. Attends 2 secondes. Tac, voilà. Et donc tu découvres mon magnifique site internet au passage. Hop. Donc, hop. Donc tu vois, donc ça c'est la page d'accueil. Ma baseline, tout ça. Et hop, il y est toujours. Il va pas y rester longtemps parce que du coup je suis en train de remanier mon site internet avant de partir en congé maternité. Mais donc du coup, tu vois, bam, il était tout de suite, t'avais juste à scroller, il était tout de suite en page d'accueil. J'avais pris un template exprès sur mon site internet pour pouvoir avoir justement accès à ce podcast directement et surtout que ce soit optimisé en termes d'affichage et que ce soit esthétiquement beau. Voilà, qu'on tombe sur la page d'accueil et qu'on se dise « Ah tiens, elle a un podcast. » Voilà. C'est bête, hein, mais quand quelqu'un tombe sur ton site internet et qu'il voit que tu es l'hôte d'un podcast ou d'une émission, bah, tout de suite, ça crée une forme d'autorité quand même. Donc du coup, ça va faire en sorte que les gens vont aller un peu regarder ce qu'il y a en fait comme contenu, quels sont les sujets que tu as abordés, ils vont aller regarder les invités, les descriptions, enfin voilà, tu vois, ça peut donner quand même beaucoup d'éléments aussi sur toi et sur la manière dont tu fais du business, sur ton niveau de succès, de réussite aussi. Et aussi sur ton niveau d'expertise. Parce que n'oublions pas, le but, c'est d'avoir un podcast qui te permet de monétiser ton expertise. Ok ? Donc, voilà, je te montre. Donc, j'avais hébergé le podcast sur mon site. Tu vois, hop. Donc, j'avais plusieurs sujets. Tu peux scroller. Dans l'idéal, il faudrait que je te montre ce que ça donne sur téléphone portable aussi. Sur cellulaire portatif. Parce que le but aussi, c'est quand même d'avoir une belle mise en page, tu vois, où tu peux quand même bien trouver les choses. Donc, pourquoi ce podcast ? J'avais commencé épisode 0.
Donc il y avait 11 épisodes, comme je t'avais dit, mais j'avais fini par en dédoubler certains, donc ça faisait un peu plus. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc moi, en fait, à l'époque, dans ma stratégie commerciale, ça avait beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que mon but, c'était tout simplement que les gens, à partir du contenu d'extraits qu'ils auraient entendu sur les réseaux sociaux, ou même peut-être des invitations des invités qui leur auraient dit tiens, je parle dans le podcast d'Axel Roy, va voir, c'est sur son site internet. Moi, en fait, j'avais directement intérêt à ce que les gens viennent tout de suite sur mon site internet. Parce que sur mon site internet, il y avait toutes les infos sur qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes offres. Et en fait, j'avais juste intérêt à ce que ce soit le plus simple possible en termes de navigation pour ma cible. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, quoique, mais ce qui me paraît important, c'est juste que tu gardes cette cohérence-là. Quand tu crées un contenu comme un podcast, comme je te disais, c'est pas anodin parce que ça t'offre une forme d'autorité. Et surtout, c'est pas anodin parce que ça va venir aussi beaucoup jouer sur la manière dont tes clients vont te connaître, vont te rencontrer, dans la manière dont tes clients vont te rencontrer aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas rien, c'est pour ça que ça se réfléchit, c'est pour ça qu'il faut que ça reste cohérent par rapport à tout ce dont on a parlé ces dernières semaines. Okay ? Je fais une petite pause café. Dis-moi si le bruit du ventilateur est un peu pénible. Dis-moi si tu l'entends dans le micro, j'espère que non. Alors je peux l'enlever, heureusement il fait pas 1000 degrés, mais voilà, je peux l'enlever, mais si je peux garder un peu de confort, ce serait cool. Voilà, donc n'hésite pas à me le dire. Et donc, ce que je te disais, c'est... Donc par rapport à l'espace où tu vas poster, en fait, tout simplement, la diffusion, c'est quoi ? C'est l'endroit où les gens vont accéder à ton contenu, où les gens vont pouvoir l'écouter, où les gens vont pouvoir voir s'il y a d'autres épisodes. Voilà, tout simplement. C'est à quel endroit tu postes ton contenu pour qu'il soit accessible aux autres. Donc, tu as deux options. Comme je te disais, tu peux avoir soit l'option, comme moi j'avais fait la première fois, de le mettre sur ton site internet directement. Alors, bon, aujourd'hui, c'est malheureusement pas forcément une stratégie qui fonctionne beaucoup parce que le monde du marketing en ligne ayant pas mal évolué, les usages des personnes ayant pas mal évolué, malheureusement, les gens naviguent beaucoup moins qu'il fut à une époque sur les sites internet directement. Les sites internet, ils prennent de moins en moins de place, malheureusement, dans, on va dire, l'efficacité de ta présence en ligne. Dans certains secteurs, en revanche, ça reste quand même super important d'en avoir un, parce que moi, par exemple, je peux te parler en connaissance de cause, mais le secteur dans lequel je travaille, il y a beaucoup de consultants et d'entrepreneurs comme moi, indépendants, qui n'ont tout simplement pas de site internet. Qui trouvent des clients d'une autre manière, parce qu'ils ont un autre système qui est rodé depuis un moment, mais ils n'ont pas de présence en ligne, ils n'ont pas de site internet. Donc moi, par exemple, clairement, pendant des années, j'ai tiré mon épingle du jeu de juste avoir un blog et juste d'être présente sur les internets. Parce que du coup, ce que font la plupart des gens, et ça fonctionne encore aujourd'hui, hein, on va pas le nier, mais c'est plus aussi efficace qu'à une époque, mais ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Les gens, généralement, quand ils se disent tiens, je cherche un consultant levée de fonds, je veux faire une levée de fonds, hop, ils vont aller regarder, ils vont taper dans Google. Et oui, même à l'ère de l'IA, de ChatGPT, de tous ces trucs-là, ça reste encore réservé à une niche, tous ces outils-là. La plupart des gens sont des dinosaures, entre guillemets, de ce point de vue-là. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher sur Google pour aller trouver la bonne personne et surtout pour regarder. Alors, surtout l'avantage qu'a Google, quand même, mine de rien aussi, c'est que si tu te retrouves face à une cible, une clientèle qui veut trouver un expert qui est dans sa localité, eh ben, mine de rien, le fait que ton site internet soit bien référencé dans ta localité va faire que tu vas être tout de suite plus repérable, tout simplement. Moi, pour ma deuxième activité, par exemple, je m'étais localisée en coach business sur Paris. Et j'avais une copine et moi, on était en tête des résultats parce qu'en fait, tout simplement, on avait bien travaillé notre référencement. Donc le référencement, ça fonctionne encore, hein, ce qu'on appelle le fameux SEO, le référencement organique, et donc pas le référencement payant. Ça fonctionne encore, faut pas le négliger, faut
pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien sûr, mais il faut pas le négliger aussi. Et je pense que si c'est quelque chose dans lequel tu es particulièrement à l'aise, toi, de ton côté, ne te prive pas de le faire parce que, voilà, après, tu vois, pareil, tout le monde n'a pas le modèle économique de David Laroche ou tout le monde n'a pas le modèle économique de Tony Robbins, ok. Donc, je trouve que c'est important aussi d'être très réaliste et d'être surtout, bah, d'y aller au plus simple en fait par rapport à qui tu es, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es tout seul sur ton marché, est-ce que tu n'es pas tout seul sur ton marché, est-ce que tu as beaucoup de concurrence là où tu te situes. Tu vois, il y a plein de trucs. Je pense que le SEO n'est pas mort, c'est juste que si c'est ta seule et unique stratégie, bah, effectivement, ça peut te faire manquer des opportunités. Parce qu'aujourd'hui, l'usage d'Internet, c'est beaucoup diversifié. D'autant plus que bah, maintenant, Meta, donc Facebook, Instagram et puis plein d'autres plateformes sociales, bah, désormais, on choisit d'indexer les contenus et tu peux les trouver directement dans Google. Donc si par exemple tu publies des contenus sur Instagram et que tu les indexes pas dans Google, bah, c'est juste un peu dommage parce que du coup ça va pas ressortir ça va pas ressortir quand on tape ton nom par exemple ou expert je sais pas stratégie immobilière, tu vois, je sais pas, tu vois, je te dis des bêtises ou avocat d'affaires Paris, tu vois, par exemple, tu vois, c'est dommage, tu vois, parce que ça sera pas indexé si tu le fais pas, mais aujourd'hui tu as cette possibilité là aussi, donc ça donne encore plus de possibilités supplémentaires d'être vu. Voilà, c'est juste que c'est un boulot constant de se remettre à jour, c'est un boulot constant de suivre les tendances, les changements d'algorithme. Des fois, tu t'y retrouves pas forcément, t'as peut-être pas forcément le temps ni la patience aussi de le faire. Mais je trouve que généralement, la solution la plus simple pour toi, tant que ça fonctionne avec tes clients et tant que c'est simple pour tes clients aussi, bah en fait, ça fait largement l'affaire. T'es pas obligé d'avoir un truc super développé, super mature, super sophistiqué en termes de marketing. Voilà, t'es pas obligé. Ça dépend aussi beaucoup du niveau de maturité de ton business. Ça dépend aussi de l'habitude que tu as d'être présent en ligne. Voilà, je trouve que c'est pas forcément intéressant de mettre la charrue avant les bœufs. Vas-y à ton rythme, quoi. Fais juste plus simple, quoi. Voilà, je vais être très pragmatique dans mes conseils. Fais simple, tout simplement. Voilà, est-ce que tu as des questions là-dessus? Je serais curieuse de savoir si tu en as. Donc je vois qu'il n'y en a pas dans le chat. Ok. Alors, donc je te disais ça, je te parlais de la diffusion. Donc, j'ai fait une longue digression en vrai sur la stratégie marketing, mais c'est pas très grave. J'aime bien balancer des pépites aussi un peu comme ça de temps en temps. Des fois, je prévois pas de dire certaines choses et puis en fait, ça sort tout seul. Et ça me va très bien. Donc, t'as la diffusion en propre. Voilà, on va dire ça comme ça. Si je reprends la métaphore de la production musicale, tu peux produire ton album en propre et toi-même faire la distribution. C'est un choix. C'est possible. C'est pas forcément le plus efficace, le plus performant, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'avoir une visibilité extraordinaire, mais si tu as bien ciblé les choses, si tu as travaillé dans l'efficience, bah ça peut quand même générer du résultat. Hein. Ça, on a un peu trop tendance encore à voir, si tu veux, ce côté le nombre de vues va faire que je vais générer beaucoup de chiffre d'affaires. Non, c'est faux. C'est pas du tout corrélé. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont des super communautés avec beaucoup de visibilité et qui pour autant ne tirent pas forcément leur chiffre d'affaires de cet endroit-là. Le nombre de followers et les performances que tu peux avoir sur les réseaux sociaux et globalement sur les chiffres d'écoute et de diffusion par rapport à ton podcast ne veut absolument rien dire du chiffre d'affaires que tu vas en avoir. Ça te donne juste, ça t'ouvre plus de portes, ça t'ouvre plus d'opportunités, mais ça ne veut rien dire en termes de chiffre d'affaires. Okay ? Tu peux avoir un podcast qui fonctionne extrêmement bien et ne pas gagner un rond avec ça, parce que les gens tout simplement ne vont pas acheter tes offres, mais par contre, tu peux monétiser en ayant des stratégies de partenariat et de sponsoring. On va en parler. Okay ? Mais voilà, donc tu peux très bien avoir ce truc-là, faire de la diffusion en propre, faire de la promotion en propre. Voilà, ça c'est tout à fait une possibilité. Tu peux aussi, décider que c'est pas toi qui gères, comme dans le monde de la musique, hein, tout simplement, décider que c'est pas toi qui gères la promotion,
et payer comme une maison de disques pour s'occuper de cette partie-là. Donc quand on parle de maison de disques dans les circuits traditionnels de la musique, ça va être en fait des entreprises donc, qui vont en fait littéralement produire l'objet CD. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des presses qui vont éditer le support. Et qui ensuite vont avoir tissé tout le réseau auprès de diffuseurs comme la FNAC, des disquaires, comme des surfaces culturelles, donc comme des espaces culturels, etc. En fait, qui vont avoir dans leur carnet d'adresses tout un carnet de diffusion qui va leur permettre d'aller ensuite placer le produit chez des diffuseurs agréés, chez des diffuseurs, des revendeurs. Ok ? Donc, c'est ça qui va faire, on va dire que ça va accélérer beaucoup les choses, parce que si toi-même, tout seul, en tant qu'indépendant, tu te tapes tout ce boulot que font les maisons d'édition tout seul, bon courage. Hein. Puis alors, je vais te dire, t'as pas besoin de 24 heures dans ta journée, t'as besoin de 48 heures dans une même journée, ok ? Et malheureusement, on vit sur Terre, il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis surtout, tu peux pas tout faire. Mais ça peut être un choix. Donc, l'équivalent dans le monde du podcast, de la maison d'édition, alors je pense qu'il y a une limite à ma comparaison, mais bon, voilà, suis-moi quand même dans le raisonnement. Le parallèle avec le podcast, ça va être soit les maisons de production, enfin les studios de production, qui vont eux-mêmes avoir leur réseau et qui vont eux-mêmes ensuite pouvoir aussi vendre des choses, enfin vendre tes prestations en tant que speaker, intervenant, etc. Et tu vas aussi et surtout avoir un truc super utile à l'heure des internets, c'est les plateformes de diffusion. Aujourd'hui, en termes d'usage, donc l'écoute des podcasts, c'est reste très éclaté. Comme je te l'ai dit, il y a plusieurs formats. Il y a des gens qui aiment que l'audio seul et il y a des gens qui aiment bien écouter des podcasts vidéo. Il y a des gens qui aiment bien les deux formats. Voilà, il n'y a pas de règle absolue. Donc, sur le format vidéo, ce qui reste plébiscité, ça reste YouTube, éventuellement Vimeo encore, et Dailymotion qui apparemment ressusciterait un petit peu. TikTok est en train de développer aussi des formats longs. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de diffusion, mais bon, voilà. Je te le dis, je te donne l'info au mois de juin 2025. TikTok commence à développer vraiment les formats longs aussi, notamment via live. Donc si tu as un podcast diffusé en live, là tu vois, typiquement, moi je suis sur Twitch, mais je pourrais très bien choisir par exemple de payer une solution qui me permet d'être diffusée en même temps sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Et ça ferait des lives sur les 5 plateformes différentes. Donc bon, voilà, faut en avoir envie, faut vraiment que tu aies un plaisir à jouer à ça, et surtout que tu aies un petit peu de budget à cramer aussi. Mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est sur la partie vidéo. Tu as plein de possibilités. Et sur la partie audio, la plupart du temps, les gens vont soit sur des plateformes très connues comme, effectivement, SoundCloud. Donc ça, c'est aussi un truc, si tu es beaucoup dans le monde de la musique, si tu es dans toutes ces choses-là, dans cet univers-là, forcément, ça sera vu comme ça. Et surtout, les gens vont sur les plateformes de streaming classiques, comme Spotify, Deezer, Acast, je crois. Enfin voilà, tu vas voir plein de choses. Les gens vont vraiment aller chercher... Enfin, vraiment, intéresse-toi, et ça, je le redis vraiment, mais intéresse-toi de là où se trouvent tes clients. Quelles sont leurs habitudes tout simplement d'écoute de podcast, de consommation de contenu. Pose-leur la question. Déjà, demande-leur si le podcast, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Il y en a qui vont te dire oui, non. Il y en a qui vont te dire, tu vas leur dire t'aimes court, t'aimes long, t'aimes quoi. Enfin voilà, c'est quoi le type de format que t'aimes bien. C'est les témoignages, c'est les interviews, c'est des podcasts avec du contenu méthodo. Enfin voilà, tu vois, t'as plein de choses. Donc à partir du moment où tu t'intéresses à ton client, tu trouves plein de questions, tu trouves plein de réponses à tes questions. Et surtout, pose-leur la question d'où ils vont pour écouter leur podcast. Si par exemple, comme ça va être mon cas, tu vas sur Deezer ou sur Spotify pour trouver le plus grand choix possible de podcasts disponibles, dans ce cas-là, passe directement sur une version payante d'un diffuseur qui va aller poster ton contenu partout sur les internets, entre guillemets. Donc par exemple, je vais te montrer justement cette solution, c'est Ocha. Ocha, c'est super de ce point de vue-là parce qu'en fait, ça va te permettre... Alors, ça demande un budget. Voilà. Tu as accès à plein de choses et tu as accès à plein d'outils aussi qui te permettent aussi après de
mieux cibler ton marketing, tes campagnes, voilà, de récupérer des adresses mail, etc. Donc, tu as toute une solution clé en main qui est avec Ocha. Mais surtout, quand même, l'intérêt principal, c'est que tu vas pouvoir créer des posts pour faire pour promouvoir tes contenus, pour promouvoir les lancements de tes épisodes. Tu vas pouvoir lancer des teasers et tu vas pouvoir automatiser aussi la diffusion de tes podcasts, de tes épisodes. Tu te souviens, je t'avais dit que le but, c'était de travailler vraiment en saison, mais rien ne t'oblige à tout publier d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux très bien définir une fréquence de publication et de dire aux gens, voilà, il y a un nouvel épisode tous les mercredis. Et à partir de ce moment-là, tu mets quelque chose en place, tu mets un calendrier de publication pour que, même si tes contenus sont déjà prêts, en fait, le contenu se diffuse petit à petit. Ça te permet d'avoir une vision de temps long, si tu veux. C'est-à-dire que sur une saison que tu as créée, tu peux lancer, tu as 10 épisodes à lancer, et tu vas pouvoir définir une période, tu vois, sur laquelle tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir aussi définir des périodes de replay. Par exemple, typiquement, si tu pars en congé, si tu pars en vacances, si tu décides de prendre une pause professionnellement, tu peux en fait programmer des replays, des rediffusions, des choses comme ça. C'est très très pratique de ce point de vue-là. En fait, ça te permet aussi de vraiment bâtir un lien avec ta communauté. Tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça. Et je vais te montrer du coup Ocha. Alors, moi, j'ai pas la version payante. Je l'ai arrêtée il y a quelques temps. Mais par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est juste que tu vois comment c'est foutu. Comment ça fonctionne, comment c'est foutu dedans. Touk. Voilà, donc là, tu es sur la page d'atterrissage de Ocha France. Je te montre juste, donc tu vois, ils aiment bien, hop, tac. On a des gros clients, on est écouté par tout le monde. Donc tu vois, tu as quand même un large choix de diffusion. Tu vois, Spotify, Apple Podcast. Tu vas avoir plein de choses en fait. Apple Music. Voilà. Tu as une solution clé en main pour booster tes réseaux sociaux. Tu peux augmenter tes écoutes aussi. Et tu as surtout des stats, ce qui est quand même intéressant. Tu as les stats directement, chose qui est très difficile à faire quand tu publies en propre sur ton site internet. À moins d'avoir un bon plugin et d'avoir une véritable solution adaptée, c'est très difficile de savoir combien de gens ont été écouter ton contenu. Alors que là, avec une plateforme tout en un comme celle d'Ocha, c'est beaucoup plus facile. Et là où c'est beaucoup plus facile, c'est que du coup, tu vas avoir des stats sur ta diffusion. Et surtout, tu vas pouvoir valoriser tes stats d'audience avec des partenaires. Avec tes invités aussi. Tu vois, par exemple, si l'invité te demande, d'accord, j'aime bien le principe, mais du coup, quand même, dis-moi, il y a combien de gens qui écoutent ton podcast ? Si tu lui dis que tes audiences, elles sont de 5 personnes par mois, tu vois, tout de suite, ça va créer un truc genre, ah ouais, ok, quand même, pour 5 personnes, tu vois, je vais dépenser 1 heure de mon temps pour 5 personnes, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est important parce que ça te permet, alors, surtout si tes chiffres sont bons, voilà, on va pas, ça te permet d'avoir un argument, tout simplement. Donc, moi, je te recommande d'utiliser cette plateforme-là. Je l'ai utilisée, moi, il fut un temps pour d'autres projets. Elle est très pratique. Voilà, elle est très bien foutue. Je trouve que c'est assez intuitif. Ça simplifie énormément le travail de production. Après, bien sûr, il faut avoir les moyens. C'est comme pour tout. Donc, tu vois, tu as des plans, tu as différents plans. Je te mets pas les tarifs là parce que ce serait pas tellement pertinent, mais tu as des tarifs. Tu as différents plans en fonction de ce que tu veux faire, en fonction du nombre de podcasts que tu as, etc. Enfin voilà, mais si tu as juste un podcast, toi, en tant qu'entrepreneur indépendant, franchement, la solution, on va dire, Start, elle est très bien. Vraiment. Voilà, t'as pas à rougir de mettre une petite dizaine d'euros par mois pour que ton podcast soit bien diffusé et avoir accès à toutes ces informations. Voilà, c'est vraiment une décision à prendre en amont pour toi, en termes de facilité aussi, de simplicité. Voilà, c'est à toi de voir. Chose aussi qui est très pratique sur Ocha, quand tu fais quand tu mets des, tu vois, c'est tout con, hein, mais c'est des détails tout bêtes. Mais quand tu mets des pochettes sur tes épisodes,
de manière à les rendre reconnaissables aussi sur les différentes plateformes de streaming, eh ben, c'est bien fait, c'est bien cadré. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça, plein de trucs un peu détaillés qui font que, mine de rien, ça va aussi jouer pas mal sur l'expérience utilisateur et que ça va montrer une image quand même assez propre et assez pro de ce que tu proposes. Voilà, donc ça c'est sur la partie diffusion large. Et puis après, comme je te disais, bah, t'as plein de possibilités. Ok, ça c'est sur la partie diffusion. Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi. Je vais faire une petite pause. Parce que là, on a parlé de la diffusion. Mais ensuite, on va aussi pouvoir parler de comment tu fais la promotion. Normalement, c'est bon. Ok, j'avoue, j'ai pas profité que de la pause que pour aller éteindre le ventilateur. J'ai fait une petite escale technique parce que là, il y a bébé qui commence à jouer avec ma vessie là. C'est un peu relou. Du coup, je suis obligée d'aller aux toilettes toutes les heures et demie. C'est un peu insupportable. Voilà, ça commence. Ça commence et c'est pas fini. Bref, parenthèse vie de femme enceinte. Donc, j'ai fait une petite pause aussi en même temps parce que ça m'a permis aussi de reclarifier un petit peu mes idées par rapport à ce que je voulais te dire sur cette partie-là. Donc là, je viens de te parler de la partie diffusion et je t'ai déjà donné deux, trois pépites. Je vais essayer de parler dans le micro quand même. Mais j'ai essayé de te donner deux, trois pépites sur comment tu peux aussi accélérer un peu les choses du plan du marketing et je suis aussi un petit peu parlé. J'ai un peu de mal à parler, donc je pense que je ne vais pas le faire long le stream. Parce que là, je pense que je commence à être un peu fatiguée. Donc je vais essayer d'aller droit au but sur la fin. Mais donc du coup, oui, ce que je te disais, c'était... je t'ai déjà donné quelques pépites aussi en termes de monétisation. J'ai commencé à te parler tout à l'heure de la possibilité de trouver des partenariats. Alors, il y a plusieurs leviers de monétisation. Alors, attention, là, je vais balancer du lourd. Je précise, si tu veux aller creuser certains aspects de ce que je m'apprête à te dire, et si tu veux aussi aller vérifier la faisabilité par rapport à ton projet, quelle serait la bonne approche par rapport à ton projet, donc si tu veux faire du sur-mesure par rapport à ton projet, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à me contacter. Je vais te mettre mon adresse mail là, dans le chat. Mais contacte-moi parce que je crée des accompagnements personnalisés pour ça, vraiment. Donc, n'hésite surtout pas à venir m'envoyer un mail, enfin à m'envoyer un mail directement, parce que si tu as envie tout simplement qu'on aille un peu creuser par rapport à ton projet et que je te dise quels sont les bons leviers de monétisation par rapport à ton projet et comment tu peux optimiser un petit peu ta stratégie commercial et marketing par rapport à la diffusion de ton contenu, n'hésite pas à m'écrire, on en discute tous les deux avec plaisir. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Parenthèse refermée. Donc, ce que je te disais par rapport à différents leviers de monétisation. T'as, on va dire, le plus classique, alors celui qui a un peu moins d'efficacité aujourd'hui, mais tu vas voir tout ce qui est programme de monétisation par les plateformes de diffusion. C'est pas très compliqué. Je vais prendre l'exemple de YouTube. Donc, ce qui est, je dirais, le programme de monétisation de contenu le plus abouti, on va dire, de toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, parce qu'il existe depuis longtemps. Alors, il y a une époque, le programme de monétisation disait, si tu fais 500 000 vues, je crois, ou... Enfin, voilà, tu peux avoir... attends, je sais plus combien c'était, quelle proportion c'était. Non, 10 000 vues égale 1 euro ou 1 dollar, je sais plus exactement. Enfin bon, en gros, c'était très cadré comme ça. C'est plus trop le cas aujourd'hui, c'est devenu un peu plus complexe. Mais tu as ce levier-là. Le vrai sujet, par contre, c'est qu'il faut que tu sois quasi exclusivement présent sur la plateforme et surtout, c'est quand même aussi réservé à des abonnés, enfin des créateurs de contenu qui ont quand même déjà un certain niveau de maturité. Donc qui ont déjà une certaine taille de communauté, avec des vidéos qui font quand même beaucoup de volume de vues. Donc tu peux tenter, mais je dirais que le game est presque un peu bouché maintenant. Tu vois, c'est à la limite, cette stratégie elle aurait peut-être fonctionné pour toi il y a 15 ans,
Mais là quand même, ça a quand même beaucoup évolué, donc c'est plus trop possible. Mais voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Tu peux tenter ce truc-là, la monétisation de tes contenus. Faut juste que tu saches que y a beaucoup de créateurs de contenu qui le partagent d'ailleurs, et même des gens qui font ça depuis longtemps, pas forcément très connus, mais qui font ça depuis longtemps, qui arrivent quand même à générer du chiffre d'affaires, du revenu à travers leurs vidéos. Il y en a beaucoup qui te disent que ils se génèrent à peine un SMIC en termes de rémunération. Donc voilà, faut pas trop fantasmer aussi le côté un peu exceptionnel, les réussites exceptionnelles à la MrBeast et à la Squeezie et d'autres créateurs de contenu, parce que ça reste des cas exceptionnels, ok ? Et c'est pas du tout la majorité, la grande majorité des créateurs de contenu sur YouTube. YouTube, vois-le vraiment, toi à ton stade, comme vraiment un outil de visibilité. C'est intéressant d'être dessus quand même néanmoins, parce que, notamment si tu as un site internet et que tu travailles ton SEO, je sais plus trop si c'est encore le cas, mais il me semble que c'est encore vrai, que si tu joues le jeu de publier sur les outils de Google, tout simplement, Google va pousser un peu ton SEO. Tout simplement, il va booster un peu ton référencement naturel. Donc, moi, je trouve ça pas idiot de continuer de diffuser des contenus sur YouTube quotidiens. Ça te permet, au même titre que d'avoir un blog sur lequel tu publies régulièrement, ça te permet en fait tout simplement de booster ton référencement naturel. Voilà, je trouve que c'est pas bête, ça se tient, c'est cohérent en termes d'approche. Ceci étant dit, donc ça, tu as la première stratégie de monétisation, le premier levier de monétisation, que je n'ai pas testé personnellement, donc je m'arrêterai là, je ne peux pas en parler davantage. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si jamais tu veux, parce que je connais des gens qui vivent de la monétisation de leur contenu. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresserait que j'invite une personne dans le podcast qui puisse venir parler de ce levier de monétisation-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est le premier levier, la monétisation sur les plateformes de création de contenu. Deuxième levier, et ça à mon avis je pense que c'est probablement celui qui est le plus accessible pour toi, c'est le partenariat média. Donc quand je dis partenariat média, partenariat financier, pour on va dire financer la publication de tes contenus, c'est tout simplement aller chercher des marques qui sont intéressées par la communauté qui est autour de ton podcast. Et ces marques-là leur proposer de financer la production de 1 ou 2 épisodes, ou même plusieurs épisodes. Ça se fait beaucoup dans le game du podcast, ok ? Ça se fait aussi beaucoup, même sur YouTube. Donc je pense que tu verras de qui je parle, tu vois, ces fameux partenariats commerciaux. Et c'est en fait tout simplement le youtubeur qui en début de vidéo te dit « Mais laisse-moi te parler de la solution de machin, de machin VPN, de trucs, de machin. » Voilà, c'est ça qu'ils font. Ça, c'est un partenariat rémunéré, c'est un partenariat commercial. Tu peux tout à fait le faire. Y a des créateurs de contenu d'ailleurs qui, comme ils sont habitués à avoir un certain nombre de contenus récurrents, ils proposent des packages, presque des abonnements aux marques qui ont l'habitude de leur faire confiance. Donc par exemple, elles peuvent financer un pack de 10 épisodes, de 10 vidéos, et puis ils choisissent sur quelle vidéo ils veulent être placés, etc. Voilà, c'est vraiment, tu travailles dans une dimension de partenariat. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait vraiment long. Par contre, ce levier-là, je trouve qu'à partir du moment où tu commences à avoir une audience d'une certaine taille, ça peut être un levier intéressant parce que ça te permet juste de compléter les revenus aussi que tu peux avoir par rapport aux revenus que vont te générer ton activité. Le dernier levier de monétisation, moi je dirais que c'est presque le prioritaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces épisodes sur créer un podcast de rockstar. C'est les ventes de prestations liées à l'écoute de tes podcasts. Le but d'avoir un podcast comme ça, c'est de développer tes ventes et ta stratégie commerciale. Voilà. Et donc en développant ta stratégie commerciale, en développant tes opportunités business, le but c'est que ça te permette de générer des ventes de prestations, de produits, d'offres, de ce que tu veux. Que ce soit des offres physiques, que ce soit des offres internet, que ce soit des offres, comme on dit, high ticket ou low ticket. Enfin voilà, tu peux avoir plusieurs choses. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est pour ça que j'arrête pas d'insister sur le fait que c'est important de travailler sa stratégie commerciale et marketing dès le départ. C'est parce que quand ton système
commercial fonctionne, eh ben c'est beaucoup plus facile pour toi de savoir sur quel levier appuyer pour que, allez, peut-être pas dans les jours qui arrivent, mais quelques mois, voire quelques semaines après, ça commence à générer des revenus commerciaux pour ton activité. Pour moi, la vente, c'est le premier levier de financement d'un projet, quel qu'il soit. Donc, si tu n'es pas solide sur ta stratégie commerciale, vraiment, je te recommande d'aller vraiment creuser sur la question. On en a discuté d'ailleurs avec l'invité du podcast du mois de mai, qui était Ouraï Dieye, qui est une amie qui est venue parler de la vente dans le podcast La Joie de Créer. Je te remettrai le lien vers l'épisode d'ailleurs si tu veux pour que tu ailles le réécouter. Franchement, cet épisode, il était pépite parce qu'on a eu une experte commerciale qui est venue où on a vraiment parlé de la question de comment tu finances ton projet créatif et engagé, et on a vraiment parlé de choses super, super intéressantes, j'allais dire cutting edge, si je parle en bon français. Vraiment, tu trouves plein de choses super dans ce contenu, dans cet épisode. Je vais te le mettre. Il a été diffusé en live dans un lieu en plus. Donc, on avait un public qui était réactif. C'était super cool. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tac. Hop là, j'en profite pour faire une petite pause et je te mets le lien. Voilà, le petit lien de partage, je te le mets. Voilà, tu as l'adresse, tu le retrouveras dans le chat si tu regardes le replay. Et si tu regardes le replay sur YouTube, il est accessible directement. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit une vidéo suggérée tout de suite après. Ok. Voilà. Donc, ceci étant dit, je t'ai parlé de 3 leviers de monétisation de tes contenus du coup. Il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait explorer. Je pourrais très bien te parler aussi par exemple des campagnes de crowdfunding que tu peux mettre en place pour pré-produire un podcast. Donc ça, c'est une bonne manière de bâtir une communauté, de pré-bâtir une communauté autour d'un sujet, d'un message, d'un podcast spécifique. Voilà, donc ça peut être une bonne solution aussi. On pourrait rentrer dans les détails, mais je ne vais pas le faire ici. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me l'écrire si tu veux. Je dédie un épisode du podcast à venir là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre aussi comme levier que je vais vite évacuer, mais voilà, que je vais quand même te mentionner. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi ? Bah tu peux répondre à une commande, tout simplement. Donc quand je parle d'une commande, ça va être par exemple une entreprise qui cherche à créer un contenu sur ta thématique et qui va te demander, alors soit par un partenariat, soit on va mettre ton image en avant, soit on va mettre l'image de la société en avant, mais qui vont te demander de sortir des contenus, de sortir une saison. Voilà, et c'est eux qui payent tous les frais, etc. Donc tu peux avoir aussi ce cas de figure-là. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une prestation de service. C'est pas forcément un podcast de rockstar qui te permet, toi, de valoriser ton activité, mais ça peut être intéressant parce que si tu es un bon créateur de contenu, généralement, et que tu sais parler d'un bon sujet, tu peux tomber sur des marques qui ont très très envie en fait d'avoir quelqu'un qui est un connaisseur d'une question, parce qu'il saura poser les bonnes questions, il saura aborder les bons angles, il saura bien vulgariser un sujet aussi. Voilà, donc ça peut même carrément d'un moment rentrer dans une offre de prestation de service. Alors je sais pas trop comment tu peux le packager, parce que bien souvent quand c'est pas ton cœur de métier, ça devient, on va dire, une offre complémentaire. Enfin, tu réponds juste à une demande, quoi. Mais c'est rare que tu aies eu l'idée de faire une page de vente juste pour ça. Mais pourquoi pas, tu vois, ça peut être des opportunités qui peuvent être intéressantes pour toi, qui peuvent te permettre aussi de monétiser et de aussi avoir quelque chose qui concrètement démontre ton expertise, sans que ce soit forcément un contenu que tu développes en propre. Ok ? Voilà, je t'ai donné 5 leviers de monétisation. J'ai été méga généreuse aujourd'hui. Va falloir que je fasse attention. Faut pas que je t'en donne trop. Sinon après,
tu vas me prendre tout ça. Tu vois, je te donne ça, j'ai dit que je te donnais ça, et en fait, je suis en train de te donner ça, tu vois. Ma générosité me perdra. Bref. Ce que j'avais envie de te dire. Donc donc ça c'était les 5 leviers de monétisation que tu peux avoir par rapport à la diffusion, par rapport aussi à différentes stratégies que tu peux mettre en place dans ton commercial pour te permettre de générer des sous avec ton contenu podcast et ton podcast de Rockstar. Et ce que j'ai envie de te dire enfin, et je vais terminer là-dessus, on va parler de la promotion. Promotion qui est le pendant de la diffusion. Voilà. Comme je te disais, la promotion, c'est un boulot en soi. C'est une étape en soi du fait de sortir ton contenu. Si tu ne l'intègres pas dès le départ, en fait, ton contenu ne va pas être trouvable. Et c'est dommage. C'est juste trop dommage. Tu mets tout ton cœur, tout ton kiff dans la création d'un contenu qui est de bonne qualité, de quelque chose qui te plaît, que tu sais qui est utile pour ta cible, et personne ne le trouve. Moi, je trouve ça trop triste. Voilà, franchement. Je suis triste pour ton podcast, je suis triste pour ta création. Voilà. Enfin bref, donc du coup, ce que j'avais envie de te dire par rapport à la promotion, c'est, je vais te donner un peu ma philosophie par rapport à ça, de la même manière que je t'ai partagé ma philosophie sur le fait que pour concevoir un podcast de Rockstar, tu peux fonctionner comme si tu créais un album de musique. Et bien là, en fait, le but, ça va être de créer J'ai entendu cette phrase de la part d'une amie entrepreneur sur les réseaux sociaux l'autre jour et elle m'a impactée, donc c'est pour ça que j'avais envie de te la partager. C'est, en fait, tu vas créer ce qu'on appelle un écosystème de contenu autour de ta saison. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour un épisode sorti dans la promotion, ça va se traduire en 12 voire 15 petits extraits ou contenu annexe, etc. En fait, tu vas être capable, à partir d'un seul épisode, donc qui dure le temps qu'il dure, mais de générer une grande quantité de contenus qui vont être des choses beaucoup plus digérables, beaucoup plus accessibles et qui vont permettre en même temps à ton public déjà de trouver ton podcast. Donc peut-être s'ils ont envie d'aller plus loin, de cliquer sur le lien pour aller regarder ce qui se passe. Mais surtout, qui va donner aussi un peu une visibilité. Par exemple, pour les gens qui ne sont pas prêts à l'écouter un contenu d'1 heure, ce qui peut arriver, si tu leur proposes des petits contenus un peu plus digérables, 2-3 par exemple, que tu sélectionnes 2-3 pépites pour eux, voire même plusieurs, ça va quand même leur donner une idée, sans aller écouter l'épisode en soi, mais ça va quand même leur donner accès à ton expertise, à ce que tu fais, qui tu es. En fait, ça va leur donner un petit bout de toi, tout simplement. Ça va valoriser aussi ton travail. Et ce, même si les gens ne vont pas aller cliquer directement sur le podcast. On est d'accord que le but, c'est qu'ils aillent écouter tes épisodes, mais aussi le but, c'est que ça te crée des connexions avec les gens. Donc, si tu veux, ce fameux raisonnement en termes de système de contenu, c'est ce qui te permet, en réalité, de aussi toucher un public qui ne serait par exemple pas forcément très friand de podcasts, tu vois, ou qui n'a pas forcément 1 heure, 2 heures à prendre pour aller écouter quelque chose, parce qu'il écoute déjà plein d'autres choses, pas en parallèle, parce que le monde des contenus est saturé. Mais tu vois, déjà, tu lui offres cette petit échantillon de toi, et déjà, je trouve ça pas mal. Tu vois, c'est une manière aussi d'aller créer des opportunités un peu différemment. Voilà, donc c'est pour ça que je te parle d'écosystème de contenu, parce qu'en réalité, là, tu vois, je te parle d'extraits, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des vidéos, des posts, tu peux faire des carousels, tu peux même faire des guides, tu vois, à partir de ce que tu auras traduit, ce que tu auras dit dans un certain épisode. Tu peux faire des récaps, tu peux tu peux trouver une manière d'aller taper dans plein d'autres sujets alternatifs qui sont d'une manière ou d'une autre connectés à ton sujet, mais qui va te permettre d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas forcément le problème que tu résous, la solution que tu proposes, ou qui ne sont même pas au courant, tu vois, par exemple, du problème, ou qui ne connaissent pas du tout ta thématique. En revanche, tu auras réussi à les attraper en parlant d'un autre sujet. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir aussi à les intéresser à ce que tu fais,
ils vont peut-être aimer l'énergie, ils vont peut-être aimer le ton, ils vont peut-être aimer plein de choses. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, tu vas créer une véritable richesse. Je te parle de tout ça parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas su faire, typiquement avec la saison 1 du podcast Accélère ton business. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je bloquais sur la partie technique, sur la création d'extraits vidéo, parce que j'ai pas du tout de formation en montage et je suis pas du tout efficace dessus et c'est pas mon fort du tout, et qu'en plus on entre dans une ère des internets où il faut que tu crées beaucoup de contenu pour être beaucoup vu, pour que ça touche beaucoup de monde, donc ça me demandait vraiment un boulot énorme pour pas beaucoup de résultats. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé une solution vachement intéressante, et ça c'est un outil que j'ai découvert cette année, alors qui fonctionne avec IA, donc je te le dis. Moi, c'est vrai que je mets un point d'honneur à mettre le moins d'IA possible dans mon business parce que je trouve que c'est facile en fait de diluer ton énergie avec l'IA. Mais c'est vrai que de temps en temps, sur des trucs où t'es pas du tout, comment dire, t'es pas du tout bon, où t'as pas particulièrement de talent ou de facilité, ça peut te permettre d'aller plus vite, tu vois, sur une courte période. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait un certain nombre de conférences, j'ai fait un certain nombre de vidéos récemment. Bah, je suis passée par cet outil-là, que je vais te montrer, qui a en à peine quelques heures fait le taf que j'aurais peut-être à faire en 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça permet quand même d'avoir un peu de rapidité sur des choses et puis aussi de pouvoir automatiser 2, 3 choses. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Mais voilà, moi, en tout cas, personnellement, j'utilise avec parcimonie parce que j'ai une conscience écolo, déjà, tout simplement. Et que ça reste des outils à utiliser ponctuellement. Je trouve que pour l'instant, de toute façon, dans le stade de maturité de mon activité de la joie de créer, ça se justifie pas trop que j'ai ce genre d'outils tous les jours. J'ai pas une production de contenu suffisante pour que j'ai autant de contenu à publier et surtout après, il faut pouvoir suivre au niveau de la diffusion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un boulot que tu peux mettre en place une fois aussi que tu as les moyens d'embaucher quelqu'un qui peut gérer ce truc-là, parce que le faire tout seul, la vache, c'est chaud. Enfin, en tout cas, surtout si t'as pas d'appétence et si t'as pas vraiment de, de, ouais, de facilité pour ce truc-là, quoi. Voilà, donc je vais juste te montrer mon petit outil, parce que je l'ai trouvé assez top. Donc c'est un outil payant, encore une fois. Je te remettrai le lien dans la description comment dire, dans la description du replay pour que tu puisses aller regarder sur les plateformes. Donc je t'ai mis Ocha tout à l'heure et je te mettrai du coup celui-là, qui est Submagic, qui est vraiment pas mal et qui a un outil qui est assez stylé, qui est... Attends. Non, skip for now. Ok. Et en fait, qui est un outil assez intéressant, surtout si tu crées beaucoup de contenu long, comme ça peut être mon cas par exemple. C'est ce que j'avais fait avec le fameux épisode que je viens de te republier là dans le chat avec Ourey J. Un outil super intéressant qui s'appelle Magic Clips. En fait, tu rentres l'URL de ta vidéo YouTube et l'IA va te chercher tout seul les extraits pépites. Et il va te faire la mise en pas, il va te faire le montage, il va te faire le truc. Ça te fait gagner un temps de ouf. Franchement, c'est assez stylé. Et en plus, il va vraiment optimiser les sous-titres. Aujourd'hui, voilà, malheureusement, sur la diffusion, sur la promotion de contenu, les sous-titres, c'est devenu un petit peu indispensable. Ça va aussi, tu vois, rajouter, tu vois, des trucs tout cons, mais des b-rolls, tu vois, donc c'est-à-dire sur une vidéo un peu longue, il va pouvoir rajouter des plans un peu, des petites séquences un peu rigolotes, mais annexes, mais qui vont venir illustrer ton propos. Ça va rajouter des emojis dans les sous-titres, tu vois, ça va rajouter plein de trucs, ça va rajouter des zooms, ça va rajouter un peu de dynamisme en fait dans ton montage, il va le faire tout seul. Après, bon, c'est très bien si t'es tout seul. Si tu veux vraiment avoir un vrai contenu bien monté, bien pro, je te recommande quand même plutôt de prendre une agence, de passer par des gens dont c'est vraiment le métier, tu vois, le montage, parce que c'est un métier, le montage. Merci les IA. Mais tu vois, enfin voilà, c'est comme pour tout, les IA finissent par être aussi un peu limitées. Et surtout, bah voilà, le danger de ça, c'est que tu risques d'avoir en fait les contenus qui ressemblent au contenu de tout le monde, parce que en fait, tout le monde passe par ce type d'outil, tout simplement. Là où Submagic il est vachement bien, en tout cas je trouve, tiens je vais te montrer d'ailleurs comment avec capture d'écran, je vais te montrer comment ça se danse, comme aurait dit mon arrière-grand-mère.
Tu vois, donc c'est Submagic. C'est une plateforme française, je tiens à le dire. Donc c'est pour ça, c'est aussi plaisant de l'utiliser parce que bah, c'est une plateforme française et puis moi j'aime bien aussi le côté soutenir l'écosystème entrepreneurial français. Mais tu vois, en fait, tu as vraiment la possibilité de faire plein de trucs. En fait, tu vois, tu vas pouvoir toi-même présélectionner tes extraits de ton côté, tu vois. Alors, je sais pas si t'as ta jaquette, et puis, ou même, tu vois, si t'as enregistré ton épisode, ton interview, et que t'as déjà présélectionné des extraits en amont, des extraits qui sont un peu longs, donc ils peuvent durer jusqu'à 3 minutes, et bah, tu vas pouvoir entrer dans l'outil de création de Submagic, de montage. Et en fait, Submagic va te faire lui-même la retranscription des sous-titres. Donc ça te fait quand même gagner un temps précieux. Tu vas pouvoir aussi sélectionner. Là, je peux pas te le montrer parce qu'il faudrait que je te prenne un exemple de vidéo. Peut-être que je peux le faire. Ouais, non, j'ai pas très envie parce que j'ai arrêté mon abonnement. J'ai pas envie qu'il me refacture. Ouais, je suis ce genre de radine, tu vois. Genre, c'est honteux. Je suis ce genre de radine. Clairement. Et je l'assume et tu vois, je le fais devant toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, l'outil de montage de Submagic, il est vachement bien foutu parce que donc tu vas mettre ta vidéo, il va te faire lui-même la retranscription des sous-titres. Tu vas pouvoir sélectionner dans les sous-titres les parties que tu veux retirer, par exemple, de ta vidéo, de ton réel. Donc ça va raccourcir aussi un peu le format, ce qui est pas mal. Et puis surtout, tu vas pouvoir supprimer, tu vois, les ou des phrases ou des parenthèses qui n'ont rien à voir. Je sais que par exemple, quand on s'exprime comme moi, à base de parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses, bah, c'est quand même vachement utile. Parce que si tu as eu le début de la parenthèse il y a 5 minutes et que tu retombes sur la fin de la parenthèse, bah, c'est quand même plus pratique de supprimer ce qui est entre les deux parce que comme ça, les gens voient aussi, tu vois, juste l'extrait, tu vois. Et s'ils veulent aller plus loin, ils vont écouter le podcast, ils vont écouter le format long, etc. Tu vois. Mais je trouve que c'est quand même vachement utile aussi parce que ça permet d'avoir une forme de cohérence aussi par rapport au format vidéo et enfin comment dire, qui porte pas préjudice à ta manière de t'exprimer non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire ça. Tu peux éditer les sous-titres, tu peux les mettre aussi, alors dans la version payante surtout, tu peux les mettre aux couleurs de ta marque. Donc tu as une police par exemple que tu utilises sur ton site internet ou qui est dans ton branding, ben, tu peux l'éditer, tu peux la mettre sur Submagic. Donc ça reprendra du coup ta ligne, enfin ah ton identité visuelle, voilà, je cherchais le mot, j'avais plus le mot, mais ça reprendra ton identité visuelle aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Et tu vas pouvoir adapter les couleurs, tu vas pouvoir adapter la taille, tu vas pouvoir adapter le niveau des sous-titres. Tu vas pouvoir aussi rajouter des zooms, je t'ai dit, toi-même un peu à la main, des b-rolls, des photos, tu vas pouvoir rajouter plein de trucs. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet en peu de temps, tu vois, moi j'ai mis, je dirais, quelques heures à maîtriser l'outil. Et une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait et que j'ai trouvé mon process, bah, c'était beaucoup plus simple en fait pour moi d'avancer, tu vois. Comme je te disais, en 2 jours, j'ai abattu le boulot que j'aurais pu mettre 2 mois à faire, tu vois. Et avec beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrance, alors que là, ça a été vite. L'outil faisait les choses pour moi, le contenu qui ressort est propre. Enfin voilà, en plus, tu vois, tu peux aller jouer avec les différents formats, tu peux aller jouer avec les différents formats vertical, horizontal. Il y en a certains qui sont adaptés en fonction des plateformes et pas d'autres, etc. Enfin ça, tu vois, du coup, je t'invite quand même à aller te creuser un petit peu la tête sur les formats. Ceux qui fonctionnent quand même en ce moment plutôt, c'est les formats vidéo 16 neuvième et ça, c'est valable sur toutes les plateformes, hein. La vidéo prend vraiment un pas très important sur tout ce qui est vidéo courte et c'est le format 16 neuvième, enfin ou 9 16e plutôt, dans l'autre sens. Si on est sur le format portrait, c'est le format 9 16e. Mais donc du coup, c'est quand même plutôt ce format qui existe là, qui existe et qui est plébiscité et qui est plutôt mis en valeur par les algorithmes des différents réseaux sociaux. Donc je t'invite à vraiment aussi créer tes contenus comme ça. Là où tu peux avoir, on va dire, un peu une contrainte, c'est si tu as un contenu qui a été filmé à la verticale, comme là c'est le cas, par exemple, qui est ce film, tu vois, ce live, ce stream, il est filmé en format paysage.
Eh ben, le plus dur, c'est de passer ensuite la vidéo à un format portrait. C'est ce qui fonctionne parce que les gens sont sur les smartphones. Bah, passer un format portrait. Soit tu as une vidéo rikiki en, en paysage avec des grosses bordures noires en haut et en bas. Soit tu as une belle vidéo propre au portrait. Faut bien sélectionner tes extraits parce que en fonction de comment c'est cadré, ça peut rendre vraiment pas top. Voilà, donc ça, tu vois, pour le coup, tu peux t'en rendre compte en ayant des outils comme Submagic parce que ça te permet aussi de sélectionner les différents formats. Tu peux passer, si t'es pas à l'aise avec le 9/16e, bah, tu peux par exemple éditer des vidéos en carré, tu vois, carré, et puis ça te met des bordures, et puis au moins, c'est pas, voilà, c'est peut-être pas super joli, mais ça peut passer, voilà, tu peux faire un truc un peu à ta sauce. Je suis très au doigt mouillé hein, sur cette partie-là, je t'avoue, parce que c'est pas forcément la partie que je préfère. Moi, je suis plutôt en mode bof, allez, on fait, ça passe. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Mais après, je pense qu'un pro de l'audiovisuel qui regarde mes contenus me ferait oh là là, mais c'est une cata, tu peux pas faire ça, c'est dégueulasse. Voilà, mais moi, je suis plutôt pour le truc qui fonctionne et le truc qui va vite là-dessus. Voilà. Sur d'autres trucs, je suis beaucoup plus consciencieuse, mais là-dessus, j'aime bien quand ça va vite parce que j'ai pas beaucoup de patience. Voilà. Donc c'est ça pour la partie promotion. Et donc comme je te disais, bah, du coup sur la partie promotion, il y a un truc qui est super important. C'est... et ça va être du bon sens en fait, ce que je vais te dire. Mais quand tu as un contenu, quand tu as défini une période de diffusion pour un contenu, je te recommande vraiment d'en parler, mais beaucoup. C'est-à-dire pas que juste publier des contenus, publier des extraits, c'est-à-dire toi-même, dans les interactions que tu vas avoir avec tes clients, avec tes prospects, que tu vas avoir avec des gens que tu vas pouvoir croiser, je sais pas, dans la vraie vie avec des cocktails, bah juste leur dire ah ouais, en ce moment j'ai sorti un podcast, on a parlé de tel sujet. Tu vois, c'est con, c'est tout bête, mais t'es quand même le meilleur ambassadeur de ton propre contenu. Après, tombe pas dans l'excès de ce que je t'ai dit ce que je t'ai dit en intro, hein, c'est-à-dire de faire j'ai créé un podcast, regarde, c'est trop bien, sans préciser aux gens de quoi il s'agit, et surtout même si ça les intéresse. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu publies des choses sur les réseaux que les gens voient tout. Hein. Enfin, faut pas croire, hein, on a un peu cette vision que les gens n'ont que ça à foutre de regarder que ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Non. Et surtout, les gens, ils vont pas rester sur les réseaux sociaux à l'affût du moindre contenu que tu publies, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à moins que tu aies des super fans. Mais bon, c'est quand même assez rare. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes le meilleur ambassadeur. Tu restes le meilleur commercial, tu restes le meilleur vendeur de ton propre contenu. Donc à partir du moment où tu lances un contenu, tu en parles massivement. C'est vraiment je dirais le b.a.-ba, le concept le plus simple possible, enfin le conseil le plus simple possible que je puisse te donner, c'est tu parles toi-même de ton contenu. Tu n'attends pas que les gens aillent voir ton profil et regarder ce que tu fais. Et je te dis ça parce que j'ai tendance à le faire, que je me rends pas compte, que j'ai un petit peu encore ce côté de me dire les gens vont aller regarder sur les réseaux sociaux pour mes beaux yeux. Pas du tout. Pas du tout. C'est à toi, mon grand, ma grande, de faire l'effort d'aller parler de ce que tu fais aux gens. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que si tu crois en ce que tu fais, les gens vont avoir envie de te faire confiance. Et je rappelle, la confiance, c'est la base du business. Tout simplement. Donc, si tu transmets cette confiance, si tu transmets cette passion, si tu transmets ce truc en lequel tu crois, et que tu partages l'info avec les bonnes personnes, que c'est bien ciblé et que tu les prends aussi en considération, il n'y a pas de raison que ton contenu ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça que j'avais envie de te dire. Et je vais terminer là-dessus parce que je trouve que l'intro est pas mal. Je vais prendre le temps de boire un petit verre d'eau. Je vais remettre un peu de musique pour faire la sortie. Mais n'hésite pas à écrire dans le chat si tu as des questions, si c'était clair pour toi, si tu t'attendais à une telle conclusion aussi de ces 4 parties de comment créer un podcast de rockstar. 2 secondes, je vais quand même prendre le temps de faire une bonne conclusion, mais tranquille, mais doucement, j'ai soif. Hop là.
Ok. Alors, je vois que tu n'as pas de questions. Tant mieux. Ça veut dire que tout est très clair. Si tu me retrouves sur le replay YouTube, n'hésite pas à me mettre un petit message, un petit commentaire. Et n'hésite pas à dire fin, F-I-N, en commentaire pour me dire que tu es arrivé jusqu'à la fin. Et si tu as écouté les 4 épisodes, commente et dis-moi si tu... commente fin 4 pour me dire que tu as fini les 4 épisodes. Franchement, si tu fais partie des fins 4, je te retire mon chapeau. Parce que je m'attendais pas à faire des streams aussi longs, honnêtement, sur un sujet aussi bateau. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai peut-être commencé par faire ma conclusion comme ça. Déjà, je suis très contente de t'avoir partagé tous ces contenus-là, de t'avoir partagé toutes ces pépites, de t'avoir partagé cette sagesse sur comment on conçoit un podcast. Déjà parce que moi c'est un sujet qui me passionne, le fait de s'exprimer, l'oralité et surtout de pouvoir transmettre un sujet qui nous plaît par ce canal-là, pour moi c'est un kiff absolu parce que moi-même j'ai beaucoup expérimenté de trucs et je trouve que quand tu arrives à trouver ta manière de faire, quand tu arrives à trouver ton kiff là-dedans, ça roule tout seul, quoi. Tu prends du plaisir à créer des contenus comme ça. Donc j'espère en tout cas que la vision que je t'ai apportée de cette conception de podcast t'a plu, déjà, que ça t'a parlé. J'espère que tu as trouvé aussi toi-même des éléments pour avancer toi-même si tu portes un projet de podcast. Et surtout que ça t'a permis aussi de reconnecter différents liens entre la création de contenu, mais surtout aussi la stratégie commerciale, la vente, le marketing, les contenus sur les réseaux sociaux, etc. En fait, j'espère que ce que je t'ai amené à toucher du doigt en fait, pendant ces dernières semaines, c'est tout simplement via un angle un peu fun, qui est le mien, qui est la joie de créer, que je t'ai un petit peu... j'espère que j'ai un peu réenchanté tout ce qui est commercial, marketing par rapport à ça. Et j'espère surtout que tu ressortiras de ces différentes parties, ces différents épisodes, ces différents lives, en ayant déjà un peu mieux compris comment ça fonctionne en fait, la création d'un podcast, la conception d'un podcast, mais surtout comment tu peux toi t'approprier les choses. Voilà, c'est mon souhait le plus cher. J'espère aussi que tu as été intéressé par la dimension monétisation, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait un long chapitre dessus. J'espère que cette partie-là t'a intéressée parce qu'il se trouve que c'est ma spécialité. Donc, si tu as des questions, si tu veux qu'on en parle, si tu veux peut-être que je sois un peu plus précise ou si tu veux que je te partage éventuellement des bonnes pratiques, n'hésite pas à me contacter. Moi, je serais toujours ravie de partager mes retours d'expérience par rapport à ça. Voilà. En tout cas, moi, c'est un truc qui me passionne. Je suis très contente de te l'avoir transmis. Ça m'apporte beaucoup de joie. Je suis un peu soulagée, je te cache pas, que cette série d'épisodes, cette série de live soit terminée parce que ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie, on va dire. Mais je trouve que ça vient bien clôturer une première saison de stream sur Twitch. Et je te remercie d'avoir été présent, que tu sois là en live ou en replay. Et je te remercie aussi pour ton énergie parce que sans ça, j'aurais pas tenu. Donc vraiment, merci infiniment.